face aux événements qui bouleversent la vie, nous cherchons souvent de nouvelles voies et des opportunités de bonheur. Les rencontres, les déceptions, les défis et les changements deviennent tous partie intégrante de notre parcours. Jim Fox fut stupéfait de la rapidité avec laquelle la vie pouvait prendre un tournant inattendu. Ce matin-là, il s'était réveillé en se sentant très mal. Une nuit agitée l'avait laissé fatigué et incertain de la manière d'annoncer à sa fille Emily ce qu'il avait vu la veille. Au centre commercial, il avait vu le petit ami d'Emily embrasser passionnément l'une de ses soi-disant amies. Ce n'était pas juste un innocent malentendu, ils s'embrassaient clairement. Jim connaissait suffisamment bien sa fille pour prédire à quel point elle serait dévastée en apprenant cette nouvelle. Bien que Jim n'ait jamais hésité à dire la vérité à Emily, il était préoccupé par le moment et la manière de lui annoncer la nouvelle. L'équipe de volley-ball d'Emily devait participer à un match de demi-finale de district dans quelques heures, et elle devait rester concentrée pour donner le meilleur d'elle-même. Jim décida de ne rien lui dire avant le match, prévoyant de lui annoncer la mauvaise nouvelle en douceur sur le chemin du retour plus tard dans l'après-midi. Un autre moment important préoccupait Jim, sa rencontre avec son superviseur. Convoqué au bureau, Jim se retrouva présenté à un homme plus âgé et corpulent, nommé Ralph Jenkins. Gardant une attitude polie et posée, Jim serra la main de Ralph et attendit silencieusement que son chef explique le but de la réunion. « Jim, nous avons récemment finalisé l'achat de Precis Buffer à Daytona Beach », commença son chef. « Voici Ralph, l'ancien propriétaire. Nous allons commencer les opérations au début de la nouvelle année et je veux que vous supervisiez notre équipe de maintenance là-bas. » Jim écouta attentivement pendant que son chef poursuivait. « Je comprends que vous ayez été frustré par le manque d'opportunités d'avancement ici, mais nous avons décidé de vous promouvoir. Vous travaillerez avec Ralph de Thanksgiving jusqu'à la fin de l'année pour vous mettre à niveau. Ralph vous présentera l'équipe et vous aidera à vous installer. Compte tenu de votre connaissance approfondie de notre équipement, je suis confiant que cette transition se fera en douceur. » Vint ensuite la question cruciale, « Je dois savoir si vous êtes prêt à déménager à Daytona Beach », dit son chef. Le site de l'usine comprend un appartement de 2 chambres que la société de Ralph possédait. Vous pouvez y déménager votre famille immédiatement et y rester sans loyer pendant 1 an. D'ici là, vous aurez une meilleure idée si ce poste vous convient. Si vous décidez de rester, vous pourrez prendre des dispositions pour acheter une maison à Daytona. Avant de répondre, laissez-moi clarifier une chose, poursuivit le chef, ce poste s'accompagnera d'une augmentation de salaire de 25%. Combien de temps vous faudra-t-il pour décider ? D'accord, répondit Jim sans tarder. Ma femme se plaint des hivers de Pennsylvanie depuis des années. Sa plus grande peur était que je sois transféré dans une usine du Michigan. Elle sera ravie quand je lui parlerai de l'augmentation de salaire et de Daytona Beach. Elle peut facilement transférer sa charge de travail dans un Home Depot voisin. J'accepterai volontiers ce poste. Alors c'est réglé, répondit le chef. Pourquoi ne pas utiliser ma voiture de fonction pour ramener Ralph à l'aéroport et prendre le reste de la journée libre ? Jim sourit en déposant Ralph et en s'éloignant de l'aéroport. Pour la première fois depuis longtemps, tout semblait se mettre en place. Emily pourrait déménager à Daytona pour son dernier semestre de lycée et laisser son petit ami minable derrière elle. Finalement, les choses s'améliorent, pensa-t-il. Mais la vie lui a réservé une autre surprise. Hélène, la femme de Jim, conduisait une Camry rouge cramoisie, l'une des millions en circulation, à l'exception du fait que sa voiture avait une marque distinctive. Un jeune conducteur l'avait emboutie sur son lieu de travail la semaine précédente, endommageant la calandre avant. Le plastique était en grande partie tombé, laissant quelques morceaux de métal tordus, et le radiateur était maintenant clairement visible. Alors que Jim passait devant un motel Best Western, à quelques pâtés de maison de l'aéroport, il aperçut une Camry rouge avec un radiateur visible. Son cœur se mit à battre la chamade. Se garant sur une place vide à l'extrémité du parking, il se posta à côté de la Camry pour évaluer la situation. Jim n'était pas un homme violent, mais si Hélène n'avait pas une bonne raison de garer sa voiture au motel, les choses pourraient dégénérer. Lentement, il se calma. Elle ne sait pas que je conduis cette voiture de société. Elle a des vitres teintées plus foncées que ce qui est probablement légal dans cet état. Jim décida d'attendre et de voir qui était avec. ECL. Après quelques minutes, cependant, rester là lui sembla inutile. Puis, il eut une idée simple, le pneu de secours d'Hélène était toujours à la maison, dans le garage, où il l'avait laissé après l'avoir réparé quelques jours plus tôt. Si Hélène avait un pneu crevé, elle n'aurait d'autre choix que de l'appeler à l'aide. Agissant furtivement, Jim sortit de la voiture,
ouvrit son canif et perça la valve du pneu arrière gauche de la voiture d'Hélène. En quelques instants, le pneu était à plat. Il retourna rapidement sur la banquette arrière de la voiture de fonction, s'affaissa et attendit. Environ une demi-heure plus tard, Jim entendit une volée de jurons à la fenêtre de la voiture. Il la baissa légèrement, juste assez pour entendre « Bon sang, qu'est-ce que je fais maintenant » s'exclama Hélène. « Pas de problème, belle dame » répondit une voix d'homme en douceur. « Après un repas comme celui que nous venons de prendre, je serai ravi de vous aider. » Le cœur de Jim se serra, sa vie s'écroulait sous ses yeux. « Je n'ai pas de roue de secours » dit Hélène, en colère. « Mon mari n'a pas réinstallé la roue dans la voiture après l'avoir réparée. Elle est dans le garage à la maison. » L'homme ricana. « Eh bien, je m'assure toujours que la voiture de ma femme est en parfait état. Je ne voudrais pas qu'elle soit bloquée avec les enfants. Je regrette d'être venu avec toi au lieu de m'en occuper moi-même. »« Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Hélène. « Retournons dans notre chambre et réchauffons-nous pendant que je passe un coup de fil, suggéra l'homme. Alors que le couple retournait au motel, Jim s'effondra sur son siège, attendant que le téléphone sonne. Que dirai-je quand elle appellera, surtout si elle me dit d'apporter le pneu de secours à un motel près de l'aéroport? Mais l'appel ne vint jamais. 20 minutes plus tard, Jim aperçut une Honda Civic familière qui se garait sur le parking. Son estomac se serra encore plus. C'était sa fille Emily. Elle se gara de l'autre côté du parking et sortit, marchant vers le motel. Jim regarda, incrédule, Emily frappait à la porte. Après une minute, Hélène ouvrit. Jim ne put entendre leur conversation, mais Emily se retourna bientôt, regagna sa voiture et ouvrit le coffre. Elle en sortit le pneu de secours et le posa sur le trottoir. Hélène et son amant émergèrent, marchant vers Emily. « Frank, s'il te plaît, porte ça pour Emily, » dit Hélène à la hâte. Elle doit jouer ce soir et ne peut pas se permettre d'être blessée ou épuisée avant le match. « Merci pour ton attention, maman, » répondit Emily sèchement, « mais si tu pensais vraiment à moi, tu aurais peut-être mis des vêtements avant mon arrivée. » Hélène rougit, clairement gênée. Emily continua, « Je dois aller à l'école et me préparer pour le match. Peux-tu gérer ça à partir d'ici ? » Bien sûr, pas de problème, dit Frank en souriant. Dès que je monterai dans la voiture, ta mère me déposera chez Home Depot où ma voiture est garée. J'arriverai à temps pour regarder ton match ce soir. Je te soutiendrai. Merci, marmonna Emily avant de partir, clairement contrariée. Jim resta figé sur son siège, incapable de digérer ce qu'il venait de voir. Frank, s'il te plaît, ne t'assieds pas trop près de maman, dit Emily fermement. Papa sera là et je ne veux pas de drame pendant que je joue. Ne t'inquiète pas, je ne provoquerai pas ton père, ricana Frank. Je doute qu'il comprenne même ce qui se passe et même s'il le faisait, il ne me remettrait pas en question. Il sait que cela ne lui ferait aucun bien. Frank. Hélène l'interrompit sèchement. Je t'ai demandé de ne pas parler de Jim comme ça. C'est mon mari et le père d'Emily. C'est un homme merveilleux qui mérite le respect. Emily se tourna vers sa mère, le ton incrédule, le respect ? Dans quel monde, maman, penses-tu que cela, elle désigna Frank, est respectueux envers papa? Je veux juste finir l'école avant que vous deux ne fassiez éclater notre famille avec un divorce. Il n'y aura pas de divorce, dit Hélène fermement. Je t'ai dit que j'aimais ton père. Nous mourrons dans les bras l'un de l'autre. Emily soupira de frustration. Maman, tu te fais des illusions. Papa ne te laissera pas avoir des petits amis éternellement. Finalement, il va te prendre sur le fait. Ce n'est pas comme ça, insista Hélène. Frank et moi sommes juste des amis avec des avantages. Cela ne durera pas longtemps. Nous en profitons tant que nous pouvons. Je mérite de m'amuser après tout le temps et les efforts que j'ai mis dans mon mariage. Papa a mis autant d'efforts, probablement plus, répliqua Emily. Ton père ? Hélène rit de façon dédaigneuse. Ce n'est pas le genre. Tu sais à quel point il est timide avec les femmes. Il lui a fallu des semaines pour même me demander de sortir. Il n'est pas comme Frank. Les yeux d'Emily se plissèrent alors qu'elle désignait Frank. Non, papa n'est pas comme Frank. Papa est un bon père. T'es un mari fidèle. Frank, d'un autre côté, trompe sa femme. S'il se souciait de sa femme et de ses enfants, il ne se faufilerait pas avec une femme mariée dans un motel bon marché. Le ton d'Hélène devint sec. Ça suffit.
Je ne suis pas d'humeur à discuter avec toi à ce sujet. Tu dois aller à l'école et te préparer pour ton match. Franck et moi serons là pour t'encourager. L'expression d'Émilie était froide. Pour une raison quelconque, cela ne me réchauffe pas le cœur. Garde-le loin de papa, maman. Franck pense peut-être que papa est ignorant, mais s'il le pousse, je te garantis que papa lui cassera la figure. Sans attendre de réponse, Émilie monta dans sa Honda et s'éloigna, laissant Hélène et Franck seuls sur le parking. Elle n'est pas contente pour nous, n'est-ce pas? Demanda Franck en serrant les écrous de la roue d'Hélène. Hélène soupira, non, et honnêtement, je ne m'attendrai pas à ce qu'elle le soit. Si les rôles étaient inversés, je doute que tes enfants soient ravis non plus. C'est pourquoi je fais attention à ne pas les laisser savoir, répondit Franck. Je n'ai même pas réalisé qu'Émilie était là le jour où je t'ai ramené à la maison. Elle était censée être à l'école. Maintenant qu'elle sait, elle garde le silence pour protéger votre mariage. Elle ne veut pas que ça se termine. Hélène esquissa un petit sourire fatigué, je suppose que non. Pendant ce temps, Jim resta désorienté sur la banquette arrière de la voiture de fonction, longtemps après le départ d'Hélène et Franck. Apprendre qu'Hélène le trompait était déjà dévastateur, mais réaliser que sa fille le savait et tolérait la situation rendait les choses encore pires. Finalement, il sortit de sa torpeur. En regardant l'horloge, il vit que le match de volley-ball d'Émilie allait bientôt commencer. Jim n'avait jamais manqué un de ces matchs tout au long de sa carrière au lycée, il n'allait pas commencer maintenant. Il retourna au parking, récupéra son camion et rentra chez lui. Mais en arrivant, il n'avait pas d'appétit et pas l'envie de s'asseoir à la table de la cuisine avec sa femme et sa fille. Il attrapa quelques bières, se retira dans le garage et commença à réfléchir à ses prochaines étapes. Il fut frappé par l'absurdité de la vie, se sentir au sommet du monde un instant, pour voir tout s'écrouler l'instant d'après. Jim soupçonnait qu'Hélène ne voudrait pas déménager à Daytona maintenant qu'elle avait un amant. Plus il y pensait, plus la situation entière lui semblait désagréable. Il avait été fidèle, avait travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille et supposait qu'Hélène appréciait leur mariage. Clairement, il s'était trompé. En y repensant, Jim réalisa que le comportement amoureux inhabituel d'Hélène depuis la fête du travail n'avait pas été un signe de passion ravivée. C'était une tactique pour le garder content et insouciant, et cela avait parfaitement fonctionné. Hélène ne savait pas que la société de Jim avait acheté une usine en Floride. Si elle l'avait su, elle aurait probablement supposé que le transfert était au Michigan, sa pire crainte. Elle n'aurait jamais imaginé déménager en Floride, surtout pendant Thanksgiving. Jim commença à élaborer un plan, il pourrait déménager seul à Daytona, s'installer dans l'appartement fourni par l'entreprise et prendre le temps de régler ses problèmes familiaux à distance. Hélène pourrait continuer avec Frank si elle le voulait, cela ne le concernerait plus. Émilie pourrait rester en Pennsylvanie pour finir l'école pendant qu'il profiterait du soleil et du surf de Floride. Plus il y pensait, plus le plan lui semblait attrayant. Ce n'était pas vraiment une vengeance, mais c'était un début. Il avait le week-end et la semaine à venir pour préparer le déménagement. Peu après Thanksgiving, il partirait pour Daytona. Hélène et Émilie, pensant qu'il était destiné au Michigan, n'essaieraient même pas de l'arrêter. Pour la première fois de la journée, Jim ressentit une lueur de soulagement. Il avait un plan, un moyen d'échapper au chaos qui avait envahi sa vie et, surtout, il n'aurait pas à voir Hélène et Frank ensemble ni à affronter la déception dans les yeux d'Émilie de sitôt. Jim attrapa une autre bière, sachant par expérience qu'il faudrait une bombe pour le réveiller avant l'aube. Il se dirigea vers la chambre principale, rassembla les vêtements dont il aurait besoin pour le lendemain matin et les apporta à la chambre d'amis. Il ajouta un rasoir et quelques articles de toilette à la deuxième salle de bain, puis ferma la porte de la chambre d'amis et se glissa dans le lit. Il s'inquiéta pendant près de 10 minutes avant que l'épuisement ne le gagne enfin. À la maison, Émilie remarqua le camion de son père garé dans le garage. « Je me demande pourquoi il n'est pas venu à mon match. J'espère qu'il n'est pas malade, dit-elle à voix haute. Hélène entra dans la cuisine devant Émilie et remarqua les canettes de bière vides éparpillées sur la table. « Ce n'est pas comme Jim, murmura T.E. Elle est le. J'espère qu'il va bien. Je vais aller le voir. » Hélène se rendit dans la chambre principale mais fut surprise de la trouver vide. Elle revint à la cuisine, perplexe. « Il n'est pas au lit, dit-elle à Émilie. Il n'est pas dans le garage et il ne regarde pas la télé. Où penses-tu qu'il est? Il n'y a pas beaucoup d'options, répondit Émilie. On peut vérifier le sous-sol et la buanderie, bien que je ne pense pas que papa sache même où ils sont,
puis ma chambre et la chambre d'amis. Finalement, les deux femmes découvrirent Jim profondément endormi dans la chambre d'amis. Malgré leur tentative pour le réveiller, il resta immobile, serrant son oreiller et respirant lourdement. « Je pense qu'il a bu », suggéra Emily. « Je ne l'ai jamais vu boire beaucoup auparavant, mais il en a l'air maintenant. Je me demande pourquoi il a manqué mon match et pourquoi il boit. » « Demandons-lui demain matin », répondit Hélène en fermant doucement la porte. « Peut-être qu'il ne se sent pas bien. Parfois, il dort ici pour éviter de transmettre un microbe. Il se sentira très mal demain matin, alors ne le fais pas se sentir encore plus mal d'avoir manqué le match. » Hélène ajouta, « Franck pense que tu as très bien joué. Il croit que tu pourrais obtenir une bourse. » « Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre pourquoi je ne supporte pas Franck ?» répliqua Emily, irritée. « À mon avis, c'est un sale type infidèle et si je ne le revois jamais, ce sera trop tôt. »« Tu ne devrais pas penser comme ça », la réprimanda Hélène. « Pourquoi ne peux-tu pas simplement être heureuse pour moi? Je l'aime bien, il me fait me sentir jeune et attirante à nouveau. »« C'est probablement parce que je suis trop inquiète pour papa, maman, » rétorqua Emily. « Je ne pense pas qu'il supporterait de savoir pour Franck. Cela lui briserait le cœur. »« C'est exactement pourquoi il ne peut pas le découvrir, » dit Hélène de manière désinvolte. « Je lui donne tout l'amour dont il a besoin. Franck me donne juste quelque chose de plus que ce que ton père ne peut. »« Continue à te dire ça, maman, » dit Emily sèchement. « Je doute que papa soit d'accord et si tu continues comme ça, il le découvrira. Pas de ma part, cependant. Si tu ne lui dis rien, il ne se doutera jamais de rien, » répondit Hélène avec confiance. « Je connais ton père, il me fait entièrement confiance. » Emily ne dit rien et se dirigea vers sa chambre. Les yeux de Jim s'ouvrirent à 5 heures du matin. Il avait dormi de manière agitée mais se sentait maintenant parfaitement éveillé. Il s'habilla tranquillement, quitta la maison discrètement et se rendit à IHOP pour le petit déjeuner. À mi-chemin de son repas, son téléphone sonna. C'était Hélène. « Jim, tu vas bien ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. « Tu n'es pas venu au match d'Emily hier soir. Es-tu malade ? Et pourquoi as-tu dormi dans la chambre d'amis et es-tu parti tôt ce matin? Ce n'est pas ton genre. » Jim prit une profonde inspiration. « J'ai juste décidé d'être plus imprévisible et d'agir sur un coup de tête, » répondit-il sèchement avant de raccrocher et d'éteindre son téléphone. Jim passa le reste de la matinée à l'usine, s'assurant que ses outils et ses affaires étaient emballés dans son pick-up. Il avait besoin que tout soit prêt pour sa nouvelle vie en Floride. Au fil des heures, il se sentit de plus en plus confiant dans sa décision. Bien qu'il ne puisse pas défaire le passé, il pouvait prendre le contrôle de son avenir. Déménager dans un nouvel endroit lui offrait la chance de repartir à zéro, de rencontrer de nouvelles personnes et de profiter d'un meilleur climat. Il était résolu à garder ses projets secrets pendant les 3 prochains jours. Thanksgiving approchait, et au moment où Hélène et Emily réaliseraient qu'ils n'allaient pas au Michigan, ils seraient déjà en Floride. Tard cet après-midi-là, Jim rentra chez lui. Il se dirigea vers la salle de bain pour se laver les mains, mais fut surpris lorsqu'Hélène apparut, le fusillant du regard. « Ne me raccroche jamais au nez » s'exclama-t-elle. « Tu as manqué le grand match d'Emily hier soir, qu'elles ont gagné, et maintenant tu te faufiles, tu bois, tu t'évanouis dans la chambre d'amis et tu m'évites. Ensuite, tu raccroches quand j'appelle par inquiétude. Suis-je censé te faire dîner maintenant? Honnêtement, j'espère que tu mourras de faim. » 2 jours auparavant, Jim aurait pu se sentir coupable et s'excuser auprès d'Hélène, mais maintenant, sa colère lui semblait dénuée de sens. Il réalisa que son bonheur, ou son absence, ne comptait plus pour lui. Qu'importe qu'elle soit heureuse ou non, pensa-t-il. Sans un mot, il hocha la tête et sortit. 10 minutes plus tard, Jim était dans un pub sportif voisin, commandait des côtes levées et sirotait une bière fraîche en discutant avec les autres clients du dernier match de football. Il fut surpris de se retrouver à sourire. Peut-être que la vie pouvait encore être agréable après tout, pensa-t-il, prena. Ente une autre gorgée. Jim arriva à la maison vers 23 heures. Hélène et Emily étaient assises dans le salon, regardant un vieux film. « Alors, tu as décidé de nous honorer de ta présence ?» demanda Hélène cyniquement. « Ne t'attends pas à dormir dans mon lit tant que tu ne t'es pas excusé auprès d'Emily et moi pour t'être comporté comme un idiot. »« D'accord » fut tout ce que Jim marmonna en passant devant le salon pour entrer dans la chambre. Il ramassa hâtivement ses vêtements pour le lendemain et les porta dans la chambre d'amis. Là,
il se déshabilla rapidement et se glissa dans le lit, ne semblant pas du tout préoccupé par son malheur. Lorsque Jim fut hors de vue, Emily parla, il agit comme s'il aimait dormir dans la chambre d'amis. « Tu ne connais pas ton père, » dit Hélène avec un petit sourire. « Il ne tiendra pas plus de 2 nuits avant de ramper pour revenir dans mon lit. Il sait quand il se sent bien. » « Probablement, » dit Emily sceptiquement. « J'espère juste qu'il ne découvrira pas à quel point Frank est bon. »« S'il te plaît, arrête de mentionner son nom, » s'exclama Hélène. « Je veux garder ça secret, alors laisse tomber. »« Je suppose que c'est ta responsabilité alors, » répondit Emily sarcastiquement. Hélène. Hélène regarda sa fille, espérant la réduire au silence par l'embarras. Quand Emily l'avait vue pour la première fois avec Frank, Hélène avait pensé que cela pourrait simplifier les choses, une personne de moins à qui mentir. Mais avec le temps, Emily était devenue plus irrespectueuse. Elle avait mûri, acceptant de garder le secret de Frank pour éviter que ses parents ne se séparent, mais cette connaissance pesait lourdement sur elle. Hélène trouvait de plus en plus difficile d'équilibrer son rôle de bonne mère et d'amante secrète, surtout avec Emily consciente de sa double vie. Le comportement de Jim ne faisait qu'ajouter à la frustration d'Hélène. Elle ne se souvenait d'aucune querelle récente ni d'aucun moment de mépris entre eux, mais son humeur depuis 2 jours était carrément exécrable. Elle était déterminée à ne pas le tolérer longtemps. Il reviendra à la raison, se rassura-t-elle. Nos rapports intimes sont trop incroyables pour qu'il s'en prive longtemps. Il ne tiendra pas le coup. Le dimanche matin, Jim se réveilla tôt à nouveau. Il alla à IHOP pour le petit déjeuner, puis fit une longue promenade dans le parc. C'était une matinée de novembre fraîche et calme, et il apprécia l'air vif sur son visage, surtout sachant qu'il n'aurait plus à endurer le froid très longtemps après s'être installé en Floride. Il rentra chez lui peu avant midi avec un pack de 6 bières. Il alluma la télévision, ouvrit une bouteille et s'installa pour regarder l'avant-match en attendant le début du match des Eagles. Hélène l'ignora d'abord, mais au bout d'1 heure, elle se précipita bruyamment dans le garage, démarra sa voiture et partit. Quand Hélène revint vers 18h30, Jim remarqua qu'il n'y avait aucun signe de dîner. À 19h, le match était terminé et Jim, toujours affamé, éteignit la télévision et quitta la maison à nouveau. 20 minutes plus tard, il était de retour au pub sportif, mangeant des travers de porc et regardant le match de football tardif. Les Eagles avaient battu les Giants et Jim passa la soirée de bonne humeur, impatient de leur match de Thanksgiving contre les Cowboys. De retour à la maison, Emily était assise avec Hélène dans le salon, la télévision allumée, mais l'esprit ailleurs. « Papa agit bizarrement ces derniers temps, tu ne trouves pas ?» demanda-t-elle. « Il regarde habituellement le match le dimanche. »« Vous vous êtes disputés ?»« Pas vraiment, » répondit Hélène en haussant les épaules. « Nous avons à peine parlé. Je lui ai dit qu'il devait s'excuser auprès de toi pour avoir raté ton match et pour avoir trop bu avant de pouvoir revenir dans mon lit. Je lui ai aussi dit que je ne cuisinerais pas pour lui tant que son attitude n'aurait pas changé. Ma cuisine lui manquera bien assez tôt, et il s'excusera quand ce sera le cas. » Emily ne répondit pas. À la mi-temps, le match de football tardif s'était transformé en une déroute et Jim quitta le bar. Quand il rentra chez lui, Hélène et Emily regardaient toujours leur film. Il passa devant elle sans un mot et alla directement dans la chambre d'amis. Il ferma la porte, se déshabilla et se glissa sous les couvertures. Pendant les 3 jours suivants, Jim resta silencieux et distant, ne montrant aucune intention de s'excuser. Hélène était troublée par son défi. Elle ne l'avait jamais vu agir ainsi auparavant. Le mardi après-midi, Hélène retrouva Frank. Alors qu'elle était au motel, sa voiture subit encore une crevaison. Cette fois, Hélène se sentit mal à l'aise. 2 crevaisons en si peu de temps ne pouvaient pas être une coïncidence. Elle résolut de ne plus jamais retourner dans ce motel. Heureusement, elle avait pris le temps de réparer le pneu de secours le lundi, et Frank le lui remplaça une fois de plus. Pendant qu'Hélène s'occupait de sa voiture, Jim passa le lundi et le mardi à préparer son déménagement. Il emballa soigneusement les vêtements qu'il prévoyait d'emporter en Floride, ainsi que tous ses effets personnels et ses outils, et les chargea dans son camion. Il rangea les autres vêtements dans le placard pour donner l'impression qu'il était plein, se demandant si Hélène remarquerait qu'il n'avait pas emballé de vêtements d'hiver. Les après-midi de lundi et mardi, Jim gara son camion chez Home Depot et attendit qu'Hélène quitte la maison. Hélène partit à son heure habituelle le lendemain et se rendit à une épicerie voisine. Jim la suivit discrètement, attendant d'être sûr qu'elle était en route pour la maison avant de se garer à son bar préféré pour dîner et regarder le Monday Night Football. À la maison,
Émilie était assise à table avec sa mère. « Papa ne rentre pas ce soir ?» demanda-t-elle. « Qui sait ?» répondit Hélène en haussant les épaules. « Il ne me parle pas et dort toujours dans la chambre d'amis. Je n'ai aucune idée de ce qui lui prend. »« Tu crois qu'il a découvert pour toi ?» demanda Émilie avec prudence. « Tu lui as dit qu'il ne pouvait pas coucher avec toi et tu as refusé de cuisiner pour lui. Pourquoi rentrerait-il ? Peut-être devrais-tu juste lui pardonner et lui préparer un bon dîner demain soir ? » « Je ne peux pas, » dit Hélène sèchement. « Je rencontre Franck demain, alors tu devras manger des restes. Je serai à la maison plus tard. »« C'est ça, donner à Franck ce que papa n'est soi-disant pas capable de donner, » dit Émilie, l'irritation dans la voix. « Tu sautes le dîner, ignores papa comme s'il ne valait rien et te précipites pour satisfaire Franck. On dirait que Franck a le dessus ici. »« Au moins, Franck n'agit pas comme un connard, » rétorqua Hélène sur la défensive. « Il me traite avec respect. Il ne se saoule pas, ne me raccroche pas au nez ou n'évite pas de parler. » Émilie lança à sa mère un regard insistant. « Est-ce qu'il sort les poubelles, tond la pelouse, répare la maison ou paie notre hypothèque ?» Hélène marqua une pause. « Bien sûr que non. Où veux-tu en venir ? Franck n'a rien d'autre à faire que de coucher avec toi, » répondit Émilie froidement. « Papa fait tout ça et plus encore. Franck couche avec toi et soudain, c'est le meilleur homme du monde. Tu n'attends pas de lui qu'il aide pour quoi que ce soit d'autre. Il n'a pas à te rejoindre aux événements familiaux ou à rester dans une salle d'attente d'hôpital si tu te blesses. Mais tu imposes à papa des exigences impossibles et tu lui refuses ce que tu donnes si volontiers à Franck, qui n'a rien fait pour le mériter, à part te dire que tu es attirante. » Le visage d'Hélène s'empourpra de colère. « Je suis ta mère et j'attends de toi que tu me respectes. »« Le respect se gagne, il ne se commande pas, » rétorqua Émilie. Ce soir-là, Émilie intercepta son père alors qu'il montait à l'étage. « Notre match de championnat de district est demain au State Gym. Ça commence à 16h. Tu penses venir ? » « Je vérifierai mon emploi du temps, » répondit Jim vaguement avant de continuer vers sa chambre. Émilie fronça les sourcils. « Je crois qu'il est en colère contre moi aussi, » dit-elle à Hélène. « Je n'ai rien fait pour le contrarier, mais il ne semble se soucier de rien de ce que je dis. Il est juste de très mauvaise humeur, » dit Hélène pour tenter de la réconforter. « Il est contrarié par quelque chose mais ne sait pas comment l'exprimer. Ne t'inquiète pas, il viendra au match demain. » Émilie jeta un coup d'œil vers le garage. Son camion est toujours là. Tu crois qu'il va vraiment venir cette fois ? Hélène soupira. Je ne sais pas. Le soir suivant, Émilie fut déçue de ne voir aucun signe de son père à son match. Il n'a juste pas voulu venir, dit-elle tristement en rentrant à la maison. Pourquoi est-il si en colère contre moi ? C'est une bonne question, admit Hélène. Découvrons ce qui se passe. Les deux femmes se dirigèrent vers la cuisine, où elles trouvèrent encore un autre pack de scie vide sur le comptoir. Une fois de plus, Jim était introuvable. Il n'est que 20h, marmonna Hélène. Il ne peut pas être au lit déjà. Mais lorsqu'elles vérifièrent la chambre d'amis, elles trouvèrent Jim profondément endormi, complètement insensible à leur tentative de le réveiller. Frustrées, les deux femmes se retirèrent dans le salon. « Demain, c'est Thanksgiving, » dit Émilie. « Laisseras-tu papa manger avec nous ? » « Bien sûr, » répondit Hélène. « Ses parents seront là, et les miens aussi. C'est sa maison, je n'essaierai jamais de le tenir à l'écart. »« Qui d'autre as-tu invité ?» demanda Émilie d'un air las. « S'il te plaît, ne me dis pas que c'est Franck. » Hélène hésita avant de répondre. « Franck et sa femme viennent. Je pense que lui et Jim s'entendront bien. Ils aiment tous les deux le football et la chasse. Ils ont beaucoup en commun. » Émilie fixa sa mère, incrédule. « Le problème, c'est que l'une des choses qu'ils partagent, c'est toi. La plupart des conjoints ne veulent pas partager leur partenaire avec le RS compagnon de chasse ou leurs amis du football. Tu cours droit à la catastrophe, maman. Je pense juste qu'ils s'entendront bien, » insista Hélène. « Jim a besoin de plus d'amis et Franck pourrait l'aider avec ça. » Émilie secoua la tête. « Tu as perdu la tête. Il est impensable que ces deux-là dans la même pièce puissent bien finir. »« Nous verrons, » dit Hélène avec assurance. « Je pense que tu seras surprise. » Jim se réveilla tôt le matin de Thanksgiving et alla dans un petit café ouvert jusqu'à midi pour un petit déjeuner tranquille. Quand il rentra chez lui vers 9h,
la maison était emplie des arômes de dinde, de pommes de terre, de sauces, de tartes et d'autres plats festifs. Nous nous installerons pour le dîner à midi, annonça Hélène alors qu'elle s'affairait dans la cuisine. Nos parents seront là sous peu. Voudrais-tu quelque chose à boire? Jim secoua la tête, entra dans le salon et alluma la télévision. Il savait qu'Hélène essayait de tendre un rameau d'olivier, mais il n'était plus intéressé par ses gestes. Il la salua poliment lorsque nécessaire, mais évita de s'engager davantage. Les deux pères de parents arrivèrent, saluant agréablement Jim avec leur gentillesse habituelle. Ils l'avaient toujours bien traité. Quelques minutes plus tard, les parents de Jim se joignirent à la réunion. Alors que la famille commençait à se passer les plats autour de la table, Jim s'éclaircit la gorge. « J'ai une annonce à faire, dit-il. La table se tut alors que Jim continuait. J'ai été muté dans une autre usine au sein de l'entreprise. Je partirai demain matin. Le projet durera au moins jusqu'au printemps, voire plus longtemps. Hélène se figea, abasourdie par la révélation soudaine. Pourquoi n'en avait-il pas parlé plus tôt? Se demanda-t-elle. La pensée de déménager si vite la submergeait. Pourrais-je même déménager au Michigan? Est-ce pour cela que Jim agissait si étrangement? C'est assez inattendu, remarqua la mère d'Hélène. Hélène ne l'a jamais mentionné. Va-t-elle te rejoindre ou attendez-vous de voir à quel point la situation est sérieuse? J'irai seul, répondit Jim. Il ne serait pas juste de déraciner Émilie pendant l'année scolaire ou de demander à Hélène de quitter son emploi. Je devrais me débrouiller seul pendant quelques mois. Les deux pères de grands-parents commencèrent à discuter des hivers notoirement froids du Michigan. Hélène et Émilie échangèrent un regard, chacune pensant la même chose. Jim est contrarié de quitter sa famille et de déménager dans un endroit si glacial. Pas étonnant qu'il ait été de mauvaise humeur. Après le dîner, Jim rejoignit son père et le père d'Hélène devant la télévision pour regarder la deuxième mi-temps du match des Eagles. Malheureusement, les Cowboys avaient une avance de 17 points à la mi-temps et les choses ne firent qu'empirer. Les trois hommes étaient dégoûtés par le manque d'efforts de leur équipe. Alors qu'ils regardaient l'avant-match pour le prochain match de football, la sonnette retentit. Jimmy prêta peu d'attention jusqu'à ce que la voix d'Hélène provienne du couloir. « Bonjour tout le monde. J'aimerais vous présenter deux amis. Voici Nancy et son mari Frank, annonça-t-elle. Hélène présenta ensuite tout le monde dans la pièce. Jim fut le dernier. Frank s'avança, souriant comme le chat du Cheshire. Il portait un pull des Dallas Cowboys avec le Romo imprimé en gras dans le dos. Son sourire s'élargit alors qu'il tendait la main à Jim. « Bonjour Jimmy, j'ai beaucoup entendu parler de toi, » dit Frank d'un air suffisant. Jim resta debout, gardant une expression neutre, mais intérieurement, il sentait sa retenue glisser. Toute l'attitude de Frank était provocatrice, du pull se moquant de l'équipe préférée de Jim à son comportement effronté dans la maison de Jim. Sans crier gare, Jim craqua. Il donna un coup de pied violent à Frank entre les jambes, le faisant s'écrouler au sol. Alors que Frank se penchait, serrant son entrejambe, Jim lui asséna un coup de poing au visage avec un craquement horrible. Le sang gicla du nez de Frank alors qu'il tombait en position fétale sur le sol. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Nancy hurla et tomba au sol à côté de son mari. Hélène se précipita dans la salle de bain, vomissant dans les toilettes tandis qu'Émilie se précipitait pour chercher de la glace et un gant de toilette. Elle les tendit à Nancy, qui pressa doucement le linge sur le visage de Frank. Jim resta figé, aussi stupéfait que tout le monde par ses actions. Submergé par la désapprobation dans la pièce, il attrapa son manteau et sortit sans un mot. Jim roula toute la nuit, sortant finalement de l'autoroute 81 et s'engageant sur l'autoroute 76 en Virginie. À Hillsville, il loua une chambre de motel et s'endormit en quelques minutes. Quand il se réveilla le lendemain matin, il alluma son téléphone et découvrit sa boîte vocale pleine. Pas de surprise. Il écouta plusieurs messages avant de tous les supprimer. Hélène, Émilie et sa mère avaient appelé à plusieurs heures. Éprise, exigeant de savoir où il était et ce qu'il pensait faire. Jim décida de s'en tenir à son emploi du temps. Il roula vers le sud sur l'autoroute 77, rejouant les événements de la veille dans son esprit. Cet idiot de Frank l'a bien mérité, pensa-t-il amèrement. Mais quelles en seraient les conséquences? Il craignait que la police routière ne l'arrête ou qu'il ne perde son emploi avant même d'atteindre Daytona. Hélène va-t-elle divorcer de moi maintenant? Il décida à contre-cœur de consulter ses messages pour mieux comprendre la situation, laissant son téléphone allumé mais refusant de répondre aux appels.
Il attendait que les appelants raccrochent avant de consulter leur message. En moins de 30 minutes, Hélène rappela. Il attendit qu'elle ait fini, puis lut son message texte « Jim, appelle-moi. Je comprends que le transfert t'ait profondément bouleversé, mais tu dois te ressaisir. Franck ira bien, il a juste besoin d'une opération du nez. Il ne porte pas plainte, s'il te plaît, parlons-en. » Jim conduisit toute la matinée et l'après-midi, arrivant à l'appartement de Daytona à 17h. L'email qu'il avait reçu quelques jours plus tôt incluait le code d'un coffre à clé fixé au robinet extérieur. Il récupéra la clé de la porte d'entrée et entra. Au moment où il eut déballé ses vêtements et ses effets personnels, il était bien après 19h. Il gara son camion dans le garage, fit le lit et s'y effondra. Avec 2 jours de repos avant le début de son nouveau travail, Jim eut le temps de s'installer. Le vendredi soir, en explorant l'appartement, il remarqua quelques problèmes mineurs à régler. Le samedi matin, Jim décida que ce serait une bonne journée pour améliorer l'état de son appartement. Cependant, il s'inquiétait de plus en plus qu'Hélène puisse appeler son lieu de travail, découvrir la relocalisation en Floride et décider de le rejoindre, ce qu'il voulait désespérément éviter. Il résolut de l'appeler en premier. « Bonjour », répondit Hélène, la voix sèche. « Salut Hélène, c'est Jim. Où diable es-tu? Nous t'avons appelé toute la nuit et ton téléphone était éteint. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Franck a un nez fracturé et une légère commotion cérébrale, tout ça parce qu'il encourageait une autre équipe de football. Es-tu devenu fou? » Jim ne répondit pas, il se contenta de raccrocher, d'éteindre son téléphone et de commencer à écrire une liste de fournitures dont il avait besoin au magasin. 1 heure plus tard, il rentra à l'appartement avec un nouveau verrou de porte d'entrée, un filtre de climatiseur, des produits de nettoyage et un pack de 30 bières. Vers midi, il décida d'appeler Émilie sur son téléphone portable. « Salut papa », répondit Émilie joyeusement. « Je suis tellement contente que tu aies appelé. Après que tu aies fini de décorer Franck, une ambulance est venue et l'a emmené à l'hôpital. Les 2 pères de grands-parents étaient terrifiés que tu aies perdu la tête et maman avait peur qu'ils nous poursuivent en justice. J'ai dû nettoyer le sang pendant que maman conduisait Nancy à l'hôpital. Je crois qu'elle lui a présenté ses excuses 100 fois. Autre chose d'intéressant s'est-il passé, demanda Jim d'une voix neutre. Pas grand-chose. C'était plutôt calme après ça, répondit Émilie, puis elle ajouta, oh, une dernière chose, maman est en colère parce que tu lui as encore raccroché au nez. Elle dit qu'elle ne faisait que s'échauffer. Je m'en doutais, admit Jim. C'est pourquoi je t'ai appelé à la place. Je voulais te faire savoir que j'ai commencé un nouveau travail et que nous commençons le travail lundi matin, juste au cas où quelqu'un, comme la police, demanderait où je suis. Ne t'inquiète pas pour ça, papa, dit Émilie d'un ton rassurant. Franck n'a pas porté plainte, même si je pense que sa femme le voulait. La police ne viendra pas te chercher. Mais pourquoi tout ce secret autour de ton transfert? Est-ce pour ça que tu agissais si étrangement? Jim marqua une pause avant de répondre. Le jour où j'ai appris mon transfert a été important pour moi. Ça m'a fait réfléchir à ma situation dans la vie et à la direction que je devais prendre. J'ai réalisé que je ne peux pas être respecté par les autres si je ne me respecte pas d'abord. C'est pourquoi j'ai tant réfléchi. La voix d'Émilie s'adoucit. Tu vas bien, papa? Y a-t-il un problème de santé ou quelque chose que nous devrions savoir? Pas exactement, dit Jim, son ton lourd de regret. Toi et ta mère connaissez mes difficultés, j'en suis certain. Dis juste à ta mère que je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord? D'accord, papa. Je t'appellerai de temps en temps. Tu répondras, demanda Émilie timidement. Jim sentit sa colère monter mais la réprima. Il aimait Émilie inconditionnellement, mais sa complicité dans la tromperie était une pilule amère à avaler. Malgré tout, il ne voulait pas la perdre entièrement. Si tu n'appelles pas pendant que je suis au travail, je répondrai, dit-il après une pause. Et maman? Peut-elle t'appeler, insista Émilie. Si elle veut m'appeler juste pour me dire à quel point je suis un abruti, elle n'a pas besoin de se déranger, répondit Jim sèchement. Mais s'il y a un problème avec la maison ou la famille que je dois savoir, elle peut m'appeler. C'est juste, n'est-ce pas? Émilie soupira. Je lui dirai. Bonne chance pour ton nouveau travail, papa. Reste au chaud. C'est mieux que ce que j'espérais ici. Ne t'inquiète pas pour le temps. Je vais bien. Au revoir Émilie.
Après avoir raccroché, Émilie posa son téléphone sur ses genoux. Hélène, qui était assise à proximité, commença immédiatement à poser des questions. Qu'a-t-il dit? S'est-il excusé? A-t-il peur de rentrer à la maison? Qu'a-t-il dit de moi? Émilie regarda sa mère calmement. Il ne semble avoir peur de rien. Il a dit que personne ne le respecterait s'il ne se respectait pas lui-même, c'est pourquoi il a laissé tomber Franck et continue de te raccrocher au nez. Si tu veux lui parler, tu devras être plus respectueuse et prévenante. L'expression d'Hélène s'assombrit. C'est lui qui a tabassé un invité chez nous juste parce qu'il portait le mauvais t-shirt. C'est lui qui continue de me raccrocher au nez. La prochaine fois que je lui parlerai, je vais lui dire exactement ce que je. C'est précisément de cela qu'il parle, dit Émilie. Il n'écoutera pas. Il raccrochera juste si tu ne changes pas d'approche. Franck est la seule personne qui tirera profit de toi, à moins, bien sûr, que tu ne trouves un autre petit ami. Pourquoi continues-tu à faire des remarques si grossières et désobligeantes, coupa Hélène. Parce que tu es grossière, rabaissante et extrêmement irrespectueuse, rétorqua Émilie sèchement. Émilie répondit fermement. Franck ne se contentait pas de rire de la victoire des Cowboys sur les Eagles, il se moquait de papa parce qu'il avait couché avec toi. C'est suffisant pour rendre n'importe qui fou. Mais Jim ne sait rien de Franck ou de moi, protesta Hélène. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse deviner que Franck faisait allusion à quoi que ce soit. Il savait, répliqua Émilie. Franck agissait comme un parfait idiot et papa pouvait le voir. Quand tu visites la maison de quelqu'un, tu ne te moques pas et tu ne lui manques pas de respect. N'importe quel homme serait furieux même s'il n'avait aucune idée que sa femme couchait avec ce type. Ça suffit, coupa Hélène. Je n'écouterai pas ça. Ce genre de conversation n'a plus lieu d'être, tu vis sous mon toit et tu me traiteras avec respect, que tu penses que je le mérite ou non. Le mercredi soir, Jim se détendait au bord de la piscine quand son téléphone a sonné. Voyant le nom d'Hélène, il a ignoré l'appel et l'a laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, il a consulté le message. Jim, commença calmement la voix d'Hélène, je sais que tu filtres mes appels. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons prendre des décisions concernant la maison, qui déneigera l'allée quand il neigera, devrions-nous souscrire un contrat de livraison de mazout et quelle entreprise devrions-nous choisir? S'il te plaît, appelle-moi. Jim écouta attentivement. Le ton d'Hélène était neutre, sans accusation ni hostilité. Décidant que les questions étaient suffisamment importantes pour mériter une réponse, il la rappela. Il ne voulait pas qu'Hélène ou Émilie soient confrontées à des problèmes de sécurité ou de santé cet hiver. Merci d'avoir appelé, Jim, dit Hélène, son ton toujours calme. Je m'inquiète pour les choses que tu gères habituellement à la maison, surtout maintenant que la neige a commencé. Que devrais-je faire? Je vais m'asseoir et préparer une liste détaillée, promis Jim. Je te l'enverrai par email. J'aurais dû y penser, dit Hélène, l'air soulagé. Après une pause, elle ajouta, tu rentres pour Noël? Maman et papa nous ont invités pour le dîner de Noël, et tes parents veulent nous avoir pour la veille de Noël. Ils n'arrêtent pas de demander si je t'ai parlé. C'est gênant de leur dire non, et ils disent que tu ne réponds pas non plus à leurs appels. Je ne sais pas quel sera mon emploi du temps, répondit Jim. Si c'est possible, je serai à la maison. C'est tout ce que tu peux leur dire pour l'instant. Tu peux aussi leur expliquer que je commencerai à répondre à leurs appels quand ils commenceront à me parler poliment. Tous les messages que j'ai reçus d'eux jusqu'à présent ont été méchants ou menaçants, et je n'ai pas besoin de ça. Hélène hésita. D'accord, je leur dirai, mais je doute que cela serve à grand-chose. Ils sont toujours en colère à cause de la façon dont tu as traité Franck et de ta disparition après coup. Alors il n'y a aucune raison pour moi de rentrer pour Noël, dit Jim d'un ton catégorique. Je ne vais pas venir juste pour être traité comme l'ennemi public numéro 1. S'ils me veulent là parce qu'ils apprécient ma compagnie, c'est différent. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Tu peux quand même. Aime rentrer, dit Hélène, la voix tremblante. Émilie et moi serions heureuses de te voir et nous éviterons de faire des commentaires stupides si nous pouvons nous en empêcher. Puis, d'un ton plus doux, elle demanda, tu ne manques pas de me faire l'amour? Jim marqua une pause, déconcerté par le tournant soudain de la conversation. La pensée d'Hélène et Franck ensemble avait anéanti tout sentiment d'intimité qu'il avait eu autrefois pour elle. Il réfléchit attentivement à la manière de répondre, sachant que la vérité n'était pas une option. J'ai toujours aimé faire l'amour, dit Jim avec prudence.
Chaque fois que nous étions ensemble, c'était significatif pour moi. Il évita délibérément de mentionner que ce sentiment ne s'était appliqué qu'avant qu'il ne découvre son infidélité. Hélène commença à pleurer doucement. « Tu es le meilleur amant que j'ai jamais eu, dit-elle. Tu me manques dans mon lit. S'il te plaît, rentre pour Noël. Je vais voir si je peux m'arranger, dit Jim, évasif. Je devrais voir si je peux obtenir du temps libre. La semaine de Noël est difficile, avec tant de gens qui demandent des vacances. Je te ferai savoir. Il ramena la conversation sur des sujets pratiques, je t'enverrai un email avec les contacts dont tu auras besoin pour les préparatifs hivernaux. Hélène raccrocha avec un petit sourire aux lèvres, tandis qu'Émilie, ayant entendu la conversation, ne put s'empêcher de commenter, le meilleur amant du monde, hein? Je pense que c'est mieux si Franck n'entend pas ça, dit Émilie sèchement. Il semble penser qu'il est en tête de ta liste, et qui sait sur quelle liste tu es. Assez parlé de Franck, dit Hélène sèchement. Ton père est vraiment le meilleur, ce n'était pas un mensonge. Franck est peut-être plus amusant, mais il n'est pas meilleur. Quand je le lui expliquerai de cette façon, il le considérera toujours comme une bonne nouvelle. Il sera fier comme un paon, pensant qu'il est supérieur à mes autres petits amis. Émilie haussa un sourcil alors qu'Hélène quittait la pièce, les larmes coulant toujours sur son visage. Pendant ce temps, Jim ne ressentait aucun regret quant à son attitude distante. Si Hélène luttait avec ses choix, il pensait que ce n'était pas moins que ce qu'elle méritait. Jim s'adapta rapidement à sa nouvelle vie en Floride. Il prit l'habitude de nager tous les jours, son bronzage s'intensifiant à mesure qu'il se sentait plus à l'aise dans son nouvel environnement. Son travail à l'usine se déroulait sans accroc, il avait une solide compréhension de l'équipement et était confiant dans sa capacité à maintenir les opérations. Ce qui le surprit le plus fut le nombre de veuves, de femmes divorcées et de femmes célibataires vivant dans son complexe de condominium. Sans exception, elles semblaient toutes apprécier sa présence. Une fois que la nouvelle se répandit qu'il était doué avec les outils, il était constamment sollicité. Mais Jim n'y voyait pas d'inconvénient, ces femmes trouvaient toujours des moyens de le remercier, elles lui préparaient des pâtisseries, des repas, ou laissaient des bouteilles de vin ou des packs de 6 bières à sa porte. Hélène l'avait pressé de rentrer pour les fêtes. Quelques jours seulement avant Noël, Jim avait fini de réparer la porte de placard de Madame Strutter quand il se retourna pour la voir debout près du lit, complètement nue. « Jim, je veux te remercier pour ta gentillesse, » dit la veuve d'âge moyen avec un sourire. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup d'ambition et de besoins insatisfaits. M'aideras-tu avec eux ?» Jim se figea. Il n'avait jamais trompé sa femme, ni même envisagé de le faire. En fait, Hélène était la seule femme avec qui il avait jamais été. Mais Suzanne Strutter était indéniablement attirante, ses grands seins fermes et ses longues jambes faisaient d'elle une femme remarquable, et la tentation était réelle. « Suzanne, » commença Jim avec prudence, « je dois d'abord régler certaines choses dans mon mariage. Après Noël, j'aurai une meilleure idée de ma situation. Je n'ai jamais trompé ma femme, mais elle pourrait même ne plus être ma femme très longtemps. Si c'est le cas, je te demanderai si ton offre tient toujours. Sinon, j'essaierai de me réconcilier avec elle, mais je dois être honnête, les chances de réconciliation ne sont pas bonnes pour l'instant. » Je comprends, dit Suzanne en enfilant sa robe sur ses épaules. Cette femme stupide ne se rend pas compte du diamant qu'elle a en toi, n'est-ce pas? Elle a trompé, n'est-ce pas? Jim ne répondit pas. Eh bien, je serai là, continua Suzanne. L'offre tient après les fêtes. Et juste pour que tu saches, je ne suis pas la seule femme ici avec des besoins non satisfaits. Toutes les femmes t'apprécient. Tu es un gentleman, courtois, serviable et digne de confiance. Si tu décides de mettre fin au mariage, il ne manquera pas de femmes désireuses de te consoler. Jim finit par appeler Hélène pour lui dire qu'il essaierait d'être à la maison la veille de Noël. Il fut surpris de la joie qu'elle exprimait au téléphone. Malgré tout, Hélène et Émilie lui manquaient, et il sentait qu'il se devait, ainsi qu'à sa famille, de voir s'il y avait encore une chance de faire fonctionner les choses. Avec cela en tête, il commença sa route vers le nord 3 jours avant Noël. Le premier jour, il parcourut la moitié du chemin, se laissant le temps de faire des courses le deuxième jour avant d'arriver à la maison le soir. Il accepta même de rendre visite à ses parents pour le dîner de Noël, bien qu'il se soit dit qu'il partirait si les choses devenaient trop tendues. À 9 heures du matin la veille de Noël, Jim tourna dans sa rue. Son humeur changea lorsqu'il vit l'allée remplie de voitures. Reconnaissant quelques-uns des véhicules,
il réalisa qu'Hélène organisait sa réunion informelle habituelle des fêtes avec ses collègues de Home Depot. Alors que Jim s'approchait de la porte d'entrée, il jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine et se figea. Frank était là, riant et discutant avec les invités. Le voir dans la maison de Jim fit bouillir son sang et son esprit festif s'évapora. Au lieu de les affronter, Jim décida de se glisser discrètement dans la maison. Il contourna l'arrière de la maison, entrant par la porte du sous-sol. Il s'installa sur un vieux canapé qu'il y avait apporté des années auparavant et s'assoupit, espérant attendre la fin de la fête. Jim se réveilla environ 2 heures plus tard. La maison était maintenant silencieuse et la plupart des voitures étaient parties. Prudemment, il sortit et regarda autour de lui. Un seul véhicule restait dans l'allée. Curieux, il s'approcha de nouveau de la maison et jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine. Son cœur se serra en voyant Hélène avec Frank. Frank se pencha, l'embrassa et lui massa nonchalamment le sein. Une vague de colère submergea Jim, mais il se força à rester calme. Faire irruption ne servirait à rien, et il ne voulait pas risquer d'aggraver les choses. Au lieu de cela, Jim opta pour une autre stratégie, il les prendrait sur le fait, prendrait des photos comme preuve et dirait à Hélène d'aller au diable avant de retourner en Floride. Jim entra silencieusement dans la maison et monta les escaliers sans être détecté. Il se glissa dans la chambre d'amis et attendit. De son point d'observation, il put voir Hélène monter à l'étage vers la chambre principale. Environ 20 minutes plus tard, il entendit la douche couler et réalisa qu'elle se préparait pour Frank. Jim sortit dans le couloir et éteignit la lampe de chevet dans la chambre principale, plongeant l'étage dans une obscurité quasi totale. Il retourna dans la chambre d'amis pour attendre. Lorsque Frank commença à monter les escaliers, Jim tendit la main et éteignit la lumière du couloir. Le deuxième étage était maintenant plongé dans le noir absolu, avec seulement une faible lumière de la rue filtrant par les fenêtres. Frank marmonna quelque chose entre ses dents alors qu'il continuait à monter les escaliers. Debout en haut, Jim pouvait clairement voir sa silhouette. Il s'avança dans le couloir et attendit. Alors que Frank s'approchait, Jim frappa Frank du pied droit alors que l'homme n'était qu'à 3 marches du sommet. Il sentit son talon se connecter à la mâchoire de Frank, le faisant basculer en arrière. Dans la faible lumière, Jim regarda Frank glisser le long des escaliers en ligne droite, comme une luge. Frank frappa la dernière marche et continua sa course au centre du salon, propulsé par l'inertie. Pendant un instant, Frank ne bougea pas. Jim entendait toujours l'eau couler dans la douche à l'étage et réalisa qu'Hélène n'avait pas entendu le tumulte. Alors que sa rage commençait à s'apaiser, les pensées de Jim s'assombrissaient. Si Frank meurt, je serai dans de sérieux ennuis. Paniqué, Jim dévala les escaliers, enjambant le corps de Frank et quitta la maison. Il roula pendant des heures, mettant 100 000 entre lui et les lieux. Quand il arriva dans un motel bon marché, il faisait presque jour. Il paya la chambre en espèces et s'effondra pour quelques heures de repos avant de continuer vers le sud. Alors que Jim conduisait, il réfléchit à ce qui s'était passé. J'ai de nouveau agressé un homme. Cela pourrait devenir une situation très grave si Frank ne survit pas. Il réalisa qu'il devait rester loin d'Hélène et Frank, où il risquait de finir en prison pour meurtre. Ils n'en valent tout simplement pas la peine. Pourtant, il ne pouvait nier que l'absence d'Hélène le laissait se sentir seul et à la dérive. Jusqu'à récemment, Hélène et Emily avaient été le centre de son monde. Leur trahison laissait une blessure profonde, mais il savait qu'il devait passer à autre chose. Vers midi, le téléphone de Jim sonna. Il vit le numéro de ses parents et laissa l'appel aller à la messagerie vocale. Il n'avait pas le courage d'expliquer pourquoi il n'était pas venu dîner la veille de Noël, ni pourquoi il avait de nouveau attaqué Frank. Une demi-heure plus tard, il se força à écouter le message. « Bonjour Jim, c'est ton père. Appelle-nous quand tu auras ceci. Quelque chose a mal tourné chez toi. Hélène et Emily vont bien, mais il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. » Jim appela immédiatement son père. « Salut papa, je viens d'avoir ton message. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y eut un long silence avant que son père ne réponde. « Fils, il n'y a pas de façon facile de le dire. Ce maudit Frank était de nouveau chez toi hier soir. Il était tard et il est tombé dans les escaliers. Il est à l'hôpital avec une mâchoire cassée, un bras cassé, plusieurs côtes cassées et une autre commotion cérébrale. » Jim ne dit rien, sa prise sur le volant se resserrant. « Sa femme a découvert qu'il était chez toi, » continua son père. Elle pensait qu'il travaillait tard pour l'inventaire chez Home Depot. Quand elle est arrivée et a vu les ambulanciers le charger dans l'ambulance, elle a complètement pété les plombs.
Elle a probablement giflé Hélène et l'a traitée de tous les noms. Elle a même essayé de jeter Frank de la civière, mais la police l'a arrêtée. Dire qu'elle était en colère serait un euphémisme. Jim expira lentement, luttant pour digérer la nouvelle. Cela nous ramène à Thanksgiving, ajouta son père. Nous étions bouleversés alors parce qu'il semblait que tu avais attaqué Frank sans raison, juste pour une chemise de cow-boy. Mais maintenant, avec une idée plus claire de ce qui se passe, ta mère et moi te devons des excuses. Nous aurions dû savoir que tu ne ferais pas une chose pareille sans bonne raison. Nous sommes fiers de toi, fils. Tu as fait preuve de plus de retenue que je n'en aurais eu. Merci papa, dit Jim doucement. Comment va Emily? Était-elle à la maison pendant tout ça? C'est un autre problème, admit son père. Nous avons eu une conversation sérieuse ce matin. Elle n'était pas à la maison hier soir, elle est restée chez une amie. Mais aujourd'hui, elle a admis qu'elle était au courant pour Hélène et Frank depuis un certain temps. Pour sa défense, elle a dit qu'elle avait gardé le silence parce qu'elle voulait que la famille reste unie jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Après cela, elle avait l'intention de te le dire. Jim sentit un poids lourd s'installer sur sa poitrine. Inutile de dire que nous avons été très déçus par elle, continua son père. Je n'ose imaginer ce que tu ressens. Ta mère a dit à Emily qu'elle t'avait trahi, tout comme Hélène l'a fait. Il y a eu beaucoup de larmes, mais à la fin, nous nous sommes tous fait un câlin. Elle est jeune, Jim. Elle est encore en train de comprendre les choses. Merci de l'avoir aidée, papa, dit Jim sincèrement. Fils, où es-tu vraiment? Demanda son père après un moment. Je sais que tu as dit que tu avais été muté, mais maintenant que je comprends la situation, je me demande si tu as juste emménagé dans un motel ou si tu es resté en ville. Déménager au Michigan en décembre semble assez drastique. Je n'ai pas déménagé au Michigan, admit Jim. L'entreprise m'a muté à Daytona Beach, en Floride. Ils m'ont promu et m'ont donné une belle augmentation, plus un petit appartement. Je suis maintenant le superviseur de la maintenance en Floride. En Floride, dit son père, surpris. C'est fantastique. Ta mère et moi en avons déjà assez de l'hiver. Ça te dérangerait si nous venions te voir en février? Quand tu veux, papa, tu es toujours le bienvenu, dit Jim. Mais s'il te plaît, ne dis pas à Hélène où je suis. Je ne suis pas prêt à lui expliquer quoi que ce soit. Je comprends, Jim, répondit son père. Et ne t'inquiète pas, il est peu probable qu'elle le découvre. Le père de Jim termina le rappel par un dernier conseil, fils, je t'encouragerai à parler à Emily. Elle est assez déprimée par tout ce chaos. Elle pense que tu devais être au courant de l'infidélité d'Hélène parce que tu étais si froid envers elle deux. Savais-tu qu'Emily était au courant? Jim hésita, le cœur lourd. Je dois y aller, papa. Nous parlerons de tout cela plus tard, une fois que les choses se seront calmées. Merci pour ta compréhension et ton aide. Je vous aime tous les deux. Après l'appel, Jim retourna à son appartement alors que le crépuscule tombait la veille de Noël. C'était son premier Noël seul et la solitude pesait sur lui. Il alluma la télé, ouvrit une bière et s'affala sur le canapé, perdu dans ses pensées. Alors qu'il était assis là, la sonnette retentit. Quand il ouvrit la porte, il trouva Susan Strutter, debout, un sourire chaleureux sur le visage. « J'ai vu ta lumière allumée et j'ai pensé venir te souhaiter un joyeux Noël, » dit-elle. Ce n'est pas bon d'être seul à Noël, pour aucun de nous. Le fait que tu sois ici me dit que tu n'as pas fait la paix avec ta femme. C'est une supposition raisonnable, acquiesça Jim. Son petit ami prévoyait de dormir dans M. On lit. Je déteste les foules, à moins bien sûr que ce ne soit une foule de femmes, ajouta-t-il avec un léger sourire. Et une seule femme, ça te dit, taquina Suzanne. Je pourrais te faire bouger un peu, mais je ne pense pas que tu y verras un inconvénient. Jim considéra son offre un instant avant de hocher la tête. J'aimerais beaucoup ça, admit-il. Mais je dois te prévenir, je n'ai été avec personne depuis longtemps. Je ne dois pas être très bon dans ce domaine, sinon ma femme ne serait pas allée chercher le bonheur ailleurs. Je doute fort que le problème vienne de toi, dit Suzanne d'un ton rassurant. Un homme aussi gracieux, altruiste et gentil que toi dans la vie de tous les jours, tu peux parier qu'il est excellent au lit. Tu as des préservatifs? Demanda Suzanne soudainement. Non, répondit Jim. Je n'en ai pas utilisé depuis 20 ans. Suzanne gloussa. Tu voudras en garder à portée de main. C'est une chose saine et attentionnée à faire.
Tes partenaires l'apprécieront. Ainsi en fut-il, et Jim passa un réveillon de Noël étonnamment formidable. Pour la première fois depuis des mois, sa colère envers Hélène et Emily commença à s'estomper, remplacée par de nouveaux souvenirs heureux qui rehaussaient son estime de soi. La douleur et le vide laissés par leur trahison étaient toujours là, mais il avait l'impression de commencer enfin à guérir. Suzanne s'assura que Jim voyait que la vie valait toujours la peine d'être vécue. Elle quitta son appartement avant l'aube le matin de Noël pour éviter les ragots au condominium, mais promit de le retrouver à la piscine chauffée plus tard dans la journée. Ce soir-là, après un repas fait maison, Jim et Suzanne passèrent une autre nuit intime ensemble. Elle retourna à son appartement vers 21h, toujours dans le but d'éviter les regards indiscrets des autres résidents. Pourtant, Jim était sûr que plusieurs voisins curieux l'avaient vu entrer et sortir de son appartement. Peu après son retour à la maison, son téléphone sonna. Il vit que c'était Emily et répondit. « Papa, tu n'es pas rentré pour Noël, mais je ne t'en veux pas, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Maman est dans tous ses états et je me sens mal aussi. Je suis tellement désolé pour ce que nous t'avons fait. Je savais que c'était mal, mais j'étais égoïste. Je voulais que vous restiez ensemble jusqu'à ce que je finisse mes études. Tout cela est de l'eau sous les ponts maintenant, répondit Jim, bien que sa voix portât le poids de sa douleur. Je ne vais pas mentir, vous m'avez toutes les deux profondément blessé. Je n'avais aucune idée que ta mère était si malheureuse avec moi, et il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu acceptes de me cacher cela. J'essaie de m'en sortir, mais ce n'est pas facile. La voix d'Émilie s'adoucit. Voici la chose la plus étrange, maman n'est pas malheureuse avec toi. Elle m'a dit que tu es un bon mari, un bon père et un bon amant. Elle voulait juste essayer quelque chose de différent et maintenant elle le regrette. Savais-tu pour Frank et ta mère à Thanksgiving quand elle l'a invité, demanda Jim. Oui, admit Emily. J'aurais dû m'excuser plus tôt, mais quand il était si suffisant à ce sujet, j'étais en fait contente que tu l'aies, décoré. J'ai vu son sourire stupide et j'ai réalisé qu'il jubilait. Maman n'arrêtait pas de dire que c'était à cause de la chemise de cow-boy, mais je savais mieux. Jim soupira. C'est pour ça que j'ai manqué tes 2 derniers matchs. Oui, et je suis désolé. Quand Frank a dit qu'il t'encouragerait, je savais que je ne pouvais pas y aller, sinon je serais en prison en ce moment. Papa, demanda Emily avec hésitation, as-tu entendu Frank et maman ce jour-là quand j'ai apporté la roue de secours? Tu as coupé la tige de valve, n'est-ce pas? Essayais-tu de faire en sorte que maman t'appelle et avoue? Jim hésita. Je voulais qu'elle m'appelle, oui, mais pas pour cette raison. J'espérais arranger les choses. Au lieu de ça, tu t'es retrouvée prise au milieu. Je suis désolé pour ça, Emily. J'étais vraiment égoïste et stupide. Maintenant, j'en paie le prix. Ne t'en veux pas, dit Jim fermement. J'aurais dû affronter ta mère dès que j'ai découvert la vérité, mais j'ai mes propres problèmes de colère à gérer. Si j'avais essayé de lui parler à ce moment-là, j'aurais peut-être envoyé les deux à l'hôpital. Emily continua, parlant à son père, maman a reçu une lettre du ministère de la Santé de l'État pendant que Frank était à l'hôpital. Ils ont fait des analyses sanguines et il s'avère qu'il a une infection sexuellement transmissible. Elle est anéantie et ne sait pas quoi faire. Jim soupira profondément. Je ne sais pas quoi dire, Emily. C'est quelque chose que ta mère devra gérer seule. C'est encore une conséquence de ses choix. Emily fit une pause. Elle parle du fait qu'elle n'aime même pas Frank et que rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'était pas tombé dans les escaliers. Elle essaie de rejeter la faute, mais il est clair qu'elle sait qu'elle a fait des bêtises. Je ne pense pas qu'elle soit prête à accepter à quel point elle t'a blessé. Le ton de Jim se durcit. Elle n'a pas à aimer Frank, Emily, mais elle l'a choisi. Elle l'a fait entrer chez moi, m'a menti et m'a manqué de respect. C'est de sa faute, pas de celle de quelqu'un d'autre. Si elle subit des conséquences maintenant, c'est son fardeau. Emily soupira. Je sais, papa. Je lui ai dit la même chose, qu'elle ne peut pas continuer à blâmer les autres pour ses erreurs, mais elle insiste sur le fait qu'elle ne veut pas divorcer. Elle s'est convaincue qu'elle peut tout arranger. Que dois-je lui dire? Tu n'as rien à lui dire, répondit Jim. Elle sait où j'en suis. J'ai pris ma décision et rien de ce qu'elle dira ou fera ne changera cela. Elle doit prendre la responsabilité de ses actes, pas chercher des excuses ou essayer de manipuler la situation. La voix d'Emily s'adoucit. Je comprends, papa. Je me sens juste coincé au milieu parfois,
mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu fais ça. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Merci, ma chérie, dit Jim, la voix adoucie. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi non plus, mais j'apprécie ton honnêteté. Je veux juste que tu sois heureuse et que tu vives ta meilleure vie. Je t'aime, papa, et j'espère pouvoir te rendre visite bientôt. Je crois que j'ai besoin d'une pause de tout ça. Tu es toujours la bienvenue ici, Emily, n'importe quand. Je m'assurerai que la chambre d'amis est prête pour toi. Fais-moi savoir quand tu veux venir, l'assura Jim. Pendant ce temps, Hélène sombrait dans le désespoir. Elle passa la journée suivante dans un brouillard de chagrin, ressassant les paroles d'Emily encore et encore dans son esprit. Astérisque Jim sait. Il a su depuis le début, et maintenant je vais le perdre pour toujours astérisque. Emily essaya de réconforter sa mère, mais Hélène était inconsolable. Je n'ai pas besoin de Frank, dit-elle. Je ne l'aime même pas. Je veux juste que Jim revienne. Je veux retrouver ma famille. La patience d'Emily s'amincissait. Maman, tu ne peux pas simplement effacer ce qui s'est passé. Papa t'a tout donné, amour, confiance, stabilité. Tu as tout gâché. Si tu voulais vraiment retrouver ta famille, tu n'aurais pas trompé en premier lieu. Hélène secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. Je ne voulais pas que tout cela arrive. J'ai fait une erreur, mais cela ne signifie pas que je n'aime pas ton père. La voix d'Emily s'adoucit, bien que sa frustration demeurât. Maman, l'amour ne suffit pas quand tu trahis quelqu'un comme ça. Papa est blessé et il a tout à fait le droit de l'être. Tu dois faire face au fait qu'il pourrait ne jamais revenir. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de réflexion pour Hélène. Elle ne pouvait pas dormir, hantée par les souvenirs de la gentillesse de Jim et de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Elle rejouait chaque dispute, chaque erreur et chaque moment de la suffisance de Frank. La lettre du ministère de la Santé ne fit qu'approfondir sa honte. Pour Jim, Noël marqua un tournant. Bien qu'il ressentît encore la douleur de la trahison, il commençait à trouver la paix dans sa nouvelle vie. Suzanne l'avait aidé à redécouvrir sa valeur, et le soutien d'Emily lui rappela qu'il avait encore des liens significatifs. Il résolut de se concentrer sur l'avenir, laissant le passé derrière lui, là où il devait être. La moitié des employés du magasin, continua Emily, ont commencé à chuchoter à propos de maman. Elle était mortifiée, papa. Elle dit qu'elle ne voulait même pas de Frank. Elle est tellement humiliée qu'elle évite tout le monde. Je suis vraiment inquiète pour elle. Jim soupira, son expression s'adoucissant. Je suis désolé d'entendre ça, Emily, mais ta mère a fait des choix qui ont mené à tout cela. Je n'ai rien demandé de tout ça. Elle m'a trahi, m'a menti et a manqué de respect à notre famille. Je ne lui souhaite aucun mal, mais le pardon, c'est un long chemin. Emily hocha la tête, les larmes aux yeux. Je comprends, papa. Elle est juste, je ne sais pas, en train de s'effondrer sans toi. Je sais qu'elle t'a profondément blessé, mais j'imagine qu'une partie de moi espère que tu pourrais trouver une certaine paix avec elle un jour. Jim traversa la table et prit la main d'Emily. Emily, je veux la paix aussi, mais la paix ne signifie pas que les choses redeviennent comme avant. J'ai avancé et je ne regarde pas en arrière. J'espère que ta mère trouvera un moyen de reconstruire sa vie, mais c'est quelque chose qu'elle devra faire sans moi. Emily essuya ses joues et hocha la tête. Je comprends, papa. Je voulais juste dire ce que j'avais sur le cœur. Jim sourit doucement. Et j'apprécie ça. Tu as toujours eu un bon cœur, Emily. Je vois que tu deviens une femme sage et compatissante. Même. Avec tout ce qui s'est passé, je suis fier de toi. Emily esquissa un petit sourire. Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Le lendemain matin, Emily se prélassait au bord de la piscine, profitant du soleil chaud de la Floride. Elle avait tenu parole, profitant de sa pause sans perturber la routine de Jim. Lorsque Jim rentra du travail ce soir-là, Emily le salua avec un grand sourire. Le dîner était super hier soir, dit-elle. J'ai adoré rencontrer tes collègues, et tu avais raison, ils n'arrêtaient pas de dire à quel point je suis magnifique, taquina-t-elle en riant. Je te l'avais dit, répondit Jim avec un petit rire. Ils en parleront pendant des semaines. Les jours passèrent et Jim et Emily trouvèrent un rythme facile. Ils passaient leur soirée à partager des histoires, à rire et à redécouvrir leurs liens. Pour Jim,
la présence d'Émilie était un rappel de l'amour et de la confiance qu'ils avaient partagé autrefois, et cela lui donnait de l'espoir pour l'avenir. La dernière nuit d'Émilie en Floride, elle s'assit à côté de Jim sur le canapé, l'air pensive. « Papa, commença-t-elle hésitante, je sais que ça ne signifie probablement pas grand-chose maintenant, mais je te suis tellement reconnaissante. Après tout ce que j'ai fait pour aider maman à cacher ce qu'elle faisait, tu m'as quand même réintégré dans ta vie. Cela signifie plus pour moi que je ne peux le dire. » Jim posa un bras autour de ses épaules et la serra dans ses bras. « Émilie, je serai toujours ton père. Nous faisons tous des erreurs et nous avons tous des regrets. Ce qui compte, c'est que tu as assumé les tiens et que tu travailles à arranger les choses. Je ne cesserai jamais de t'aimer. » Émilie le serra fort, la voix brisée. « Merci, papa. J'essaierai de ne plus jamais te décevoir. » « Tu ne le feras pas, dit Jim avec certitude. « Et si jamais tu le fais, nous nous en occuperons ensemble. » Le lendemain matin, Jim conduisit Émilie pour retrouver ses amis à Orlando. Alors qu'ils se disaient au revoir, Émilie promit de revenir bientôt. « Je serai de retour pour les vacances de printemps l'année prochaine si tu veux bien de moi, dit-elle avec un sourire. « Tu es toujours la bienvenue, Émilie, répondit Jim, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Tu me manqueras, mais je sais que tu feras de grandes choses. Prends soin de toi. » Alors que Jim regardait Émilie s'éloigner en voiture, il ressentit un profond sentiment de paix. Pour la première fois depuis longtemps, il était certain que, malgré tout, sa vie prenait la bonne direction. Émilie continua, « Maman a eu beaucoup à gérer depuis que tout s'est passé. Quand les rumeurs se sont répandues que Frank avait une maladie sexuellement transmissible, il s'est avéré qu'il l'avait contractée auprès d'une caissière récemment embauchée au magasin. Il a infecté un nombre significatif de personnes. Maman était la seule gérante sur la liste, et c'était humiliant pour elle. Elle est rentrée en larmes tellement de fois, mais, à son crédit, elle a tenu bon. Je pense qu'elle a finalement accepté qu'elle a fait une énorme erreur en te trompant. » Jim soupira profondément. « Émilie, ta mère et moi étions censés être partenaires. Les partenaires devraient être honnêtes et dignes de confiance. Je ne lui fais plus confiance, et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement retrouver. » Émilie hocha la tête solennellement. « Je comprends. C'est particulièrement clair pour moi maintenant après avoir rencontré tes voisins à la piscine aujourd'hui. C'était bizarre. Tant de femmes me posaient des questions sur toi, et je suis presque sûr qu'au moins 4 d'entre elles couchent avec toi, dit-elle avec un sourire en coin. » Les joues de Jim rougirent. « Sérieusement? Elle parle de ça? » « Oh oui, » taquina Émilie. « Elles pensent toutes que tu es un homme sensible, honnête, attirant et apparemment assez bon au lit. Tu as une sacrée réputation, papa. » Jim rit et secoua la tête. « Je ne pense pas que ce soit aussi grandiose que tu le décris. Quelques amis viennent de temps en temps, c'est tout. Je ne crois pas qu'elle me considère comme quelqu'un de spécial. C'est plus comme si j'étais disponible. » « Eh bien, » répondit Émilie, « maman a fait une énorme erreur, c'est évident maintenant. Mais de toute façon, je voulais te demander, puis-je venir vivre avec toi après avoir fini mes études? J'aimerais chercher un emploi d'été ici et peut-être même aller à l'université à proximité si je peux. Puis-je aussi rester avec toi les week-ends et les vacances? Je ne pense plus pouvoir supporter de vivre avec maman. Sa tromperie m'a troublé bien plus que je ne l'avais réalisé à l'époque. » Le cœur de Jim se gonfla de bonheur. « Bien sûr, Émilie. Tu es toujours la bienvenue ici. J'adorerais que tu restes avec moi. » Il appréciait vraiment de passer du temps avec sa fille et la regarder devenir une jeune femme indépendante lui procurait une immense fierté. Ils se parlèrent plusieurs fois par semaine après le retour d'Émilie des vacances de printemps. Elle insista pour qu'il n'assiste pas à sa remise de diplôme pour éviter les drames avec Hélène, mais il promit de s'envoler pour la Floride le lendemain pour fêter ça. Un dimanche après-midi, Jim ouvrit la porte pour saluer Émilie, seulement pour trouver Hélène debout à ses côtés. Pendant un instant, il se figea, incapable de bouger ou de penser. Cela lui parut des minutes, bien que ce ne fût que 10 ou 15 secondes. Finalement, Jim retrouva son calme. « Entrez, Hélène, dit-il d'une voix posée. Je peux vous offrir quelque chose à boire? » Merci, Jim, ce serait super, répondit Hélène. Jim les suivit dans la cuisine, versa 2 verres de thé glacé et s'assit à la table tandis que Hélène prenait place en face de lui. « Je comptais récupérer Émilie, » commença Hélène. « Elle m'a dit qu'elle vivrait ici avec toi.
J'ai changé de travail et déménagé à Daytona, alors j'ai pensé que nous devrions discuter de ce qu'il faut faire avec la maison. Tu n'as jamais demandé le divorce et nous n'en avons jamais discuté, alors je ne sais pas ce que tu veux faire. Jim fut pris au dépourvu. Qu'est-ce qui a motivé ta décision de déménager ici, demanda-t-il. Hélène eut un petit rire sans joie. Qu'est-ce que tu crois? J'en ai marre de geler chaque hiver. Emily va à l'université en Floride, donc il n'y a aucune raison pour moi de rester au nord. Mes parents et les tiens ne me parlent plus, et j'ai déçu à peu près tout le monde que je connais, y compris moi-même, mais surtout toi, avoua-t-elle, la voix brisée. Je ne suis pas là pour demander pardon, car je sais que mes actions étaient impardonnables. Je cherche juste un nouveau départ dans un endroit où les gens ne vont pas constamment raconter des potins sur moi. Je suis reconnaissante de ne pas t'avoir transmis ce cadeau de Frank. Je crois que tu as arrêté d'être intime avec moi juste à temps. J'ai réalisé maintenant que tout était de ma faute. J'ai essayé de te blâmer, Frank, la caissière qui l'a infecté, même le gars qui a livré la lettre concernant l'IST, mais c'était entièrement ma faute. J'ai ruiné ma vie et j'ai essayé de ruiner la tienne. Si tu ne l'avais pas découvert, tu aurais affaire à ce cadeau que Frank m'a laissé, et c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Jim écouta en silence, son visage impénétrable. Hélène continua, la voix tremblante, je ne sais même pas comment je l'ai justifié à l'époque. Je me suis dit que j'avais droit à une petite aventure, et j'ai impliqué Emily là-dedans. Je ne me pardonnerai jamais ça non plus. J'ai failli détruire sa relation avec toi parce que j'étais égoïste. Je savais que Frank était un con et que ça finirait mal, mais je n'ai pas écouté. Je suis si heureuse que tu aies accueilli Emily de nouveau dans ta vie. Ton amour et ton approbation signifient tout pour elle. Elle a besoin de toi, Jim. Après la première nuit, Jim remarqua qu'Hélène cherchait fréquemment sa compagnie. Bien qu'il restât prudent quant à ses intentions, elle avait ramené ses vêtements dans la chambre d'Emily, mais prenait l'habitude de le visiter la nuit. Le jour, ils maintenaient un semblant de la camaraderie qu'ils avaient autrefois partagée en famille. Cependant, Jim restait sur ses gardes, conscient des trahisons passées qui planaient toujours sur leurs interactions. Un soir, alors qu'Emily était sortie, Hélène aborda un sujet que Jim avait évité. « Jim, commença-t-elle hésitante, je sais que je t'ai blessé plus que je ne pourrai jamais réparer, mais être ici avec toi et Emily à nouveau, ça ressemble à la maison. Je ne peux m'empêcher d'espérer que nous puissions avoir une seconde chance. » Jim la regarda, son expression impénétrable. « Hélène, ce n'est pas si simple. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire du jour au lendemain, et honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir ressentir à nouveau ce que je ressentais. Ce qui s'est passé entre nous a tout changé. » Hélène hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. « Je comprends, Jim. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, peut-être jamais. Mais je veux essayer. Je ferai tout ce qu'il faut pour arranger les choses. » Jim soupira, passant une main dans ses cheveux. « Il ne s'agit pas seulement d'essayer, Hélène. J'ai besoin de croire en toi à nouveau, et je n'en suis pas encore là. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais pour le bien d'Emily, nous pouvons essayer d'être civils et de reconstruire une base, si rien d'autre. » Les semaines suivantes, Hélène continua à loger dans la chambre d'Emily, mais ses visites chez Jim devinrent plus fréquentes. Elle chercha des moyens d'aider à la maison, préparant des repas et s'occupant des tâches ménagères pour montrer son dévouement. Emily remarqua le changement chez sa mère et le commenta occasionnellement. Elle essaie, papa, fit remarquer Emily un soir alors qu'ils étaient assis au bord de la piscine. Je sais que ça n'efface pas ce qu'elle a fait, mais je pense qu'elle regrette vraiment tout. Elle semble différente. Jim haussa les épaules. Peut-être, mais le regret ne signifie pas toujours le changement, Emily. Les choix de ta mère ont laissé des cicatrices, et celles-ci ne guérissent pas facilement. Je lui donne le crédit de rester et d'essayer de faire amende honorable, mais je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Emily hocha la tête pensivement. Je comprends. Je voulais juste dire que je pense que tu gères ça très bien, mieux que je ne le ferais. Une nuit, après une autre rencontre intime, Hélène se tourna vers Jim au lit, la voix douce et hésitante. Jim, penses-tu qu'il y ait une chance que nous puissions un jour reconstruire ce que nous avions, même un peu? Jim resta silencieux un long moment avant de répondre. Hélène, je ne sais pas. Ce que nous avions été bâti sur la confiance, et elle est partie. Ce que nous faisons maintenant, c'est physique, et peut-être que ça fait partie de la guérison pour nous deux, mais cela n'efface pas le passé.
Hélène hocha la tête, le visage sombre. Je comprends. J'espère juste qu'avec le temps, je pourrai te prouver que je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'ai fait ces erreurs. Jim ne répondit pas, et la conversation resta en suspens alors qu'ils s'endormaient tous deux d'un sommeil agité. À la fin de l'été, il devint clair que si Hélène faisait des efforts pour réparer leur relation, Jim était toujours en conflit. Il appréciait les moments qu'ils partageaient, mais une partie de lui restait distante, peu disposée à lui faire de nouveau entièrement confiance. Hélène répétait souvent son vœu que Jim serait le seul homme avec qui elle serait de nouveau, mais Jim se contentait de hocher la tête, incertain si ses paroles portaient le poids d'un véritable changement ou le désespoir de quelqu'un essayant de sauver ce qu'elle avait perdu. Alors que la saison touchait à sa fin, Hélène approcha Jim avec une question plus pressante. « Jim, quelle est la prochaine étape pour nous? Je ne peux pas rester indéfiniment dans les limbes. Vois-tu un avenir pour nous, ou devons-nous finaliser le divorce et avancer séparément ?» Jim la regarda, le poids de la question pesant lourdement sur son esprit. « Je n'ai pas de réponse pour toi pour l'instant, Hélène. J'ai besoin de plus de temps pour savoir ce que je veux et, plus important encore, ce qui est le mieux pour Emily. » Les tentatives d'Hélène pour monopoliser l'attention de Jim devinrent de plus en plus évidentes. Elle commença à tenir un compte des préservatifs dans son bol, essayant subtilement de limiter ses interactions avec les autres femmes de l'immeuble. Jim, bien qu'amusé, ne lui fit pas directement la remarque. Il reconnut ses efforts comme faisant partie de sa tentative continue de reconstruire leur relation, bien qu'il ne fût pas entièrement convaincu de ses motivations. Hélène n'aimait pas que son quart de travail se termine à 22 heures, tandis que Jim rentrait à la maison à 17 heures. 2 fois par semaine, elle retrouvait souvent des draps frais sur son lit et quelques préservatifs manquant dans le bol. Ses matinées étaient passées au bord de la piscine, où elle devint un visage familier parmi les autres femmes. Les femmes n'étaient pas ouvertement méchantes avec elle, mais leurs remarques et leurs questions avaient souvent une pointe acerbe. Il était clair qu'elle connaissait toute son infidélité passée et comment elle avait failli détruire son mariage. Hélène ressentait leur jugement dans chaque interaction, bien qu'il fût rarement exprimé directement. Un matin, Suzanne Strutter approcha Hélène avec un sourire entendu. « Hélène, avez-vous choisi la nouvelle literie bleue pour la chambre de Jim? Elle s'harmonise si bien avec les rideaux et le tapis. » Monica Baron ajouta avec un sourire en coin, « Hélène, bien sûr, oui, » répondit Hélène en forçant un sourire contraint. « C'est une magnifique couleur masculine et Jim est un homme très masculin, » ajouta-t-elle, sa voix trahissant son malaise. Cette nuit-là, Hélène en parla à Jim. « Tu ne veux pas de ces femmes dans ton lit, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'un ton défensif. « Je te donne autant de sexe que tu veux, n'est-ce pas suffisant pour toi ?» Jim, allongé sur le canapé, leva un sourcil. « Exactement. Je ne vois plus aucune d'entre elles, » répondit-il simplement. Hélène plissa les yeux. « Alors pourquoi y a-t-il moins de préservatifs dans le bol aujourd'hui et comment tout le monde semble-t-il connaître la couleur de ta literie ?» Jim rit, secouant la tête. « Honnêtement, je n'en ai aucune idée, » répondit-il, visiblement amusé par sa jalousie. Hélène soupira, se penchant en arrière sur sa chaise. « Tu es parfois impossible. » Malgré la tension, Jim se retrouva à réfléchir à la situation avec un certain détachement. Chacun d'eux avait rencontré des changements bouleversants au cours de la dernière année. Pour Hélène, c'étaient les conséquences de sa trahison et le défi de reconstruire une relation fracturée. Pour Jim, c'était la réalisation que sa vie pouvait, et peut-être devait, prendre un nouveau chemin. Alors qu'il était allongé au lit cette nuit-là, Hélène endormie à ses côtés, il pensa à ses efforts continus pour le reconquérir. Bien que ses actions fussent sincères, il ne pouvait se défaire du sentiment que leur dynamique avait fondamentalement changé. La confiance, une fois brisée, était difficile à reconstruire. Jim savait une chose avec certitude, la vie consistait à accepter le changement, à trouver de nouvelles opportunités de croissance et à rester ouvert aux possibilités que ces changements apportaient. Le fait qu'Hélène fasse partie de son avenir était encore incertain, mais pour l'instant, il est résolu de prendre les choses au jour le jour, laissant le chemin le guider.